Casa de Papel, ou Maison de Papier pour nos chers amis les Québécois, est sans aucun doute le buzz totalement inattendu de ce début d'année 2018. Mais pourquoi une série qui ne fait que reprendre ce qui a déjà été fait sans casser aucun code marche-t-elle à ce point? C'est cela qu'on va tenter d'expliquer dans ce 3e épisode, alors à vos salopettes, enfilez vos masques, les billets vont voler. Bref piqûre de rappel pour les quelques ermites qui n'auraient pas internet. La Casa de Papel, c'est quoi? Création originale de Alex Pina, produite en Espagne et diffusée sur Antena 3, La Casa de Papel retrace le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre de Madrid. Braquage orchestré par l'énigmatique El Professor ou Professeur en France, qui sera accompagné de 8 braqueurs plus ou moins expérimentés portant des noms de code. Tokyo, Berlin, Rio, Nairobi, Denver, Moscou, Helsinki et Oslo. Le plan est simple. Infiltrer la fabrique afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros non marqués en moins de 11 jours. Pour s'aider durant le casse, ils retiendront 67 otages, dont la fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni comme principal moyen de pression. Et tout ça sans verser une goutte de sang. Et pourtant, après ce résumé, rien ne présage un succès monstrueux des audiences et 2 nominations en 2018. Mais alors, pourquoi la Casa de Papel ça marche autant? À ça j'ai 3 réponses. Bien sûr, ça reste mon avis, et si tu n'es pas d'accord, tu peux le notifier dans les commentaires ou créer un forum 15-18 pourquoi Rémi a-t-il rejoint la secte occulte Rapto-Nazi. Ça me ferait super plaisir d'ailleurs. Dans un premier temps, son scénario accrocheur, mais aussi un panel de personnages intéressants et charismatiques, et une diffusion Netflix qui marque un tremplin. En effet, on ne pourra pas lui retirer ceci. La synopsis de la Casa de Papel est accrocheuse. Et les épisodes savent tenir en haleine avec des cliffhangers finement utilisés, donnant envie de relancer un nouvel épisode quitte à se coucher à 4h du matin. Et c'est là la force de réalisation de Alex Pina, qui n'en est pas à son coup d'essai. Ayant produit déjà quelques petits succès espagnols tels que Los Hombres de Paco ou Los Serrano, et pour les fans d'intrigue et de rebondissements comme moi, on peut y voir quelques similitudes avec de vieux succès tels que la série Prison Break, même si la situation ici est inversée. Mais surtout Ocean Eleven, avec ses plans ficelés jusqu'au moindre détail, ses imprévus, ses rebondissements, et ses dénouements plus improbables les uns que les autres. Et c'est selon moi ce sens de l'imprévu qui fait de la Casa de Papel une bonne série. Bien sûr il faut rester objectif, elle reste loin d'être une œuvre parfaite, notamment les situations qui des fois sont un peu tirées par les cheveux, comme la perte de mémoire qui tombe à pic de la mère Murillo, l'accident miraculeux de Angel ou encore le strabisme des policiers qui ne touchent pas une cible collée à eux mais calent 3 balles à 300 mètres sans sourciller. On ressent alors l'envie des réalisateurs de vouloir étirer la série un peu plus, et ça pour le coup c'est un peu gênant. Alors que la série repose sur une recette qui marche, des gens du peuple qui se rebellent contre des injustices, ici représentés par le capitalisme, mais alors même si on connaît déjà la fin, l'envie de s'enfoncer un peu plus dans les épisodes nous prend, nous faisant attendre les surprises et les imprévus. Et au risque de me répéter, c'est sûrement ce qui en fait une réussite. Au même titre que Prison Break l'était pour ses plans qui devaient être perpétuellement modifiés à cause d'imprévus se rajoutant petit à petit. Mais pour faire une bonne série, tout ça ne suffit malheureusement pas. Il faut aussi de bons acteurs. Et heureusement, le casting de la Casa de Papel a fait fort. La Casa de Papel sort avec son casting son second atout, et indiscutablement son meilleur, puisque si on vous présente à première vue des personnages qui servent de pion à la série, c'est seulement en apparence, puisque l'écriture des personnages est bien ficelée. Ici c'est un mélange à la fois homogène par les compétences de braqueur et hétérogène par le caractère que l'on nous sert. Des réactions et des histoires bien différentes pour chaque personnage qui nous sont révélées au fil de la série à l'aide de flashbacks plus ou moins bien sentis. C'est notamment grâce à ces mêmes flashbacks que certains abus de la série pourront passer plus inaperçus, puisque même si on nous les présente comme a priori pacifiques, 11 jours sous tension, enfermés les uns avec les autres va permettre de révéler leur vraie nature. Et pour le coup, cette tension est bien retranscrite à l'écran. Malgré tout, certains points sont encore à critiquer au niveau des personnages, par exemple l'absence totale de flashbacks pour Oslo et Helsinki, qui sont pourtant en apparence des personnages attachants. Une Tokyo trop lunatique, ce qui peut devenir à la longue assez agaçant, surtout dans le contexte d'un braquage organisé au millimètre près, et surtout une relation entre le professeur et l'inspectrice intéressante et efficace au scénario qui va peu à peu perdre de son intérêt, avec des situations qui avantagent beaucoup trop le prof à mon goût, même si on se laisse attendrir par la complicité père-fils touchante de Denver et Moscou. Mais malgré un scénario solide et des acteurs au top, un tel engouement est-il justifié? Si on a bien retenu un truc de ces dernières années, c'est que le leader en termes de séries, c'est Netflix. Et eux aussi l'ont bien compris et en font même un argument marketing, se mettant à produire des séries telles que Sense8, 13 Reasons Why ou encore Stranger Things, mais aussi de racheter les droits de diffusion de certaines séries comme ici La Casa de Papel, rachetée à Antena 3. Alors La Casa de Papel mérite-t-elle son succès? Alors selon moi oui,
mais pas autant. Avant que vous straquiez ma chaîne, je vais essayer de vous faire comprendre mon point de vue. En mai 2017 sur Antena 13, Casa de Papel a généré 4,1 millions de vues, ce qui est énorme pour une série en Espagne. Mais depuis le 20 décembre, Netflix a fait passer tout ça au rang international. Netflix bénéficiant d'un algorithme de mise en avant une fois le buzz lancé, d'un bouche à oreille phénoménal autour de la plateforme, et de la capacité évidente qu'a Netflix de transformer en énorme succès une série qui n'est pas forcément révolutionnaire, nous sommes en droit de nous demander si tout ça est bien réellement mérité. Bien entendu, moi aussi j'adore cette série, mais il faut pas oublier que chaque année, nombre de superbes séries sortent et finissent dans l'oubli, simplement par manque de visibilité, et surtout un gros manque de mise en avant. C'est ce que Netflix a le pouvoir de faire. Alors oui, Casa de Papel est une bonne série, mais son énorme buzz reste selon moi largement discutable, et d'autres séries mériteraient ne serait-ce qu'une infime partie de la médiatisation qu'a eu la Casa de Papel. Voilà. Comme d'habitude, je vous invite à venir en discuter avec moi dans l'espace commentaire. J'essaierai de répondre au plus de commentaires possible et de partager en masse sur vos skyblogs respectifs. D'ici là, prenez soin de vous, mangez des fruits, prenez de la coque et buvez de l'eau. Bye mes sauces.